que c'est important. Vous avez un avis du mardi au vendredi à 7h05 sur RRB. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets. Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don, par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout. Chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes. Mobile Energy lives here. Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose. C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA Agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces. AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité. Numéro de RIAS 170 059. Radio Rythme Bleu. Let's go. RRB. Radio Rythme Bleu. Le hit. Salut, c'est Marion. Je vous donne 2 rendez-vous chaque week-end, le hit Pacifique et le hit international. Alors pour connaître les prochains classements, samedi et dimanche, branchez-vous sur RRB. Écoutez le hit RRB international le samedi à 18h30 sur Radio Rythme Bleu. RRB, pour être les premiers et les mieux informés. La suite d'Infomag avec les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, on retrouve Jean-François Baudin et ses invités. Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, depuis 9 mois maintenant, les compagnies d'assurance du territoire sont au travail pour faire face aux destructions, dégradations, pertes d'exploitation causées par les émeutes, souvent sous le feu des critiques. Elles poursuivent leur travail pour indemniser les personnes qui ont subi la vague de violence du 13 mai et des jours qui ont suivi. Où en sont les procédures? À quelle vitesse se font les indemnisations? Quelle politique de réassurance? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons voir dans cette émission avec nos 2 invités. Frédéric Jourdain, qui est le président du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie, et Jean-Michel Calbat, qui en est le vice-président. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour refaire un point, parce qu'on l'avait déjà fait quelques temps après les émeutes, et puis une sorte d'étape intermédiaire quelques semaines plus tard. On va voir où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'on sait que le travail est conséquent, que vous avez mis en place un certain nombre de procédures, fait appel à des renforts pour essayer de gérer au mieux tout cela. Quel est le point général, global, que vous pouvez faire aujourd'hui, Frédéric Jourdain, sur cette question, notamment des indemnisations? Alors effectivement, vous venez de le souligner, le travail est long. On a toujours expliqué depuis le départ effectivement que la temporalité de nos processus d'indemnisation se font en 3 étapes, à savoir le versement de l'acompte, le versement de la partie dommage suite au rapport définitif et en 3e lieu, effectivement, le versement de la perte d'exploitation. Donc au 21 janvier, l'état de nos indemnisations font un versement de 30 milliards. Depuis le début de ces émeutes. 30 milliards, pour vous donner en moyenne, c'est 1 milliard injecté chaque semaine. On constate depuis le 9 décembre, effectivement, à un moment donné, on était sous le feu des critiques parce que ça stagnait. Depuis le 9 décembre, nous, on constate une accélération puisque du 9 décembre au 21 janvier, date de la publication de notre dernière enquête, on a versé en gros 10 milliards de francs CFP, ce qui n'est pas rien. Et on en est à peu près hors perte d'exploitation à 36% d'indemnisation réalisée. Alors ces critiques sur la lenteur, elles viennent d'où, Jean-Michel Calbat? C'est le fait peut-être que les gens ne maîtrisent pas forcément la procédure et le temps long, il faut des expertises, enfin il y a tout un travail à faire. Oui, alors effectivement, c'est un travail assez ardu, c'est-à-dire que sur les risques de particuliers, auto, habitation, ça a été très vite réglé. Aujourd'hui, on a réglé 99% des indemnisations et sur l'auto et l'habitation, les rapports d'expertise sont rentrés extrêmement vite.
Les experts ont très vite travaillé, enfin ils ont très vite travaillé sur tout, mais la complexité des dossiers est pas du tout la même entre les entreprises et les risques de particuliers. Donc de ce côté-là, ça c'est fait. Par contre, sur le risque professionnel, effectivement, on a des temps très longs parce que l'instruction des dossiers est complexe, d'autant plus quand il y a une garantie PE qui a été souscrite. Donc la complexité des dossiers fait que les rapports ont été extrêmement difficiles à être rentrés. Déjà les rapports provisoires qui permettent de déclencher les acomptes. Et ensuite, pour les rapports définitifs, ça commence aujourd'hui seulement à rentrer. Enfin, comme l'a dit Frédéric, depuis le mois de décembre, on commence à avoir les rapports définitifs qui rentrent, et ce qui explique d'ailleurs l'accélération des indemnisations. Alors, 30 milliards d'indemnisation au 21 janvier. Est-ce que vous avez une estimation un peu plus globale de la somme que ça va représenter? Parce qu'évidemment, tous les dossiers ne sont pas encore instruits, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on a une somme approchante à peu près de l'argent que vont débourser les assurances? C'est un peu là toute la complexité. Et si vous voulez, les reproches qui nous ont été faits dès le départ par rapport à ce référentiel de notre charge finale estimée, puisque dans cette charge finale estimée, effectivement, on prend en compte l'APE. Or, l'APE ne sera versée qu'en cas de reprise de l'activité de l'entreprise. Peut-être qu'on peut préciser ce que c'est que l'APE. Oui, excusez-moi, c'est la perte d'exploitation. Donc, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la temporalité, effectivement, cette perte d'exploitation n'est versée que quand l'entreprise reprend son activité. Or, on sait très bien que certaines entreprises, malheureusement, ne vont pas reprendre l'activité, donc la perte d'exploitation ne sera pas versée. Donc, cette charge finale estimée peut varier régulièrement. Aujourd'hui, sur les dernières données, on est sur une charge finale estimée de 944 millions d'euros. Donc 120 milliards de francs CFP. Pour compléter un peu ce que disait Jean-Michel à l'instant, et des reproches qui peuvent nous être faits, nous, on n'a aucun intérêt à bloquer les règlements. On a une interconnexion avec le monde économique et les entreprises. Nous, plus vite on va clôturer notre dossier, plus vite on va éteindre des provisions qui pèsent sur nos charges. Donc, pour schématiser, pour faire très simple, j'ai envie de vous dire qu'un rapport reçu, l'indemnisation est versée immédiatement. Et encore une fois, l'argent, on l'a. Oui, donc, c'est ce que j'allais dire. Quelles que soient les procédures ou les assurances, vous avez le soutien de vos sièges respectifs. Enfin voilà, tout ça, il n'y a pas de souci derrière. Il n'y a aucun souci derrière, d'autant plus que effectivement les groupes ou les compagnies qui nous accompagnent, dont on fait partie, nous demandent d'ailleurs de régler le plus rapidement possible. Alors déjà, évidemment, pour une raison économique, pour la Nouvelle-Calédonie, et la deuxième, parce que comme le disait à juste titre, ou l'évoquait à juste titre Frédéric, plus on garde des provisions, plus ça vient gréver notre solvabilité, et on a des ratios de solvabilité à respecter pour pouvoir exercer notre profession. Donc ça, c'est un point crucial, et c'est vrai que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais plus on a de provisions, et plus ça pèse sur notre risque opérationnel, et le risque opérationnel est très important dans le calcul de la solvabilité d'une compagnie. Donc on n'a aucun intérêt, et c'est pour ça à conserver effectivement des provisions, et nous on préfère délivrer très rapidement les indemnités quand on peut. Donc aujourd'hui, vous dites très clairement, dès que le dossier est bouclé, il est clair, les sommes sont versées. Exactement. Sous 48 heures, ils peuvent l'être. Sous 48 heures, ils peuvent l'être. Alors est-ce que les dossiers sont traités dans leur globalité? Je prends par exemple, je vais prendre l'exemple d'une société qui a été détruite. Donc il y a d'abord tout ce qui l'assurance concernant les bâtiments, le côté technique, et puis après il y a aussi la perte d'exploitation qui est prise en compte. Est-ce que les dossiers sont traités dans leur globalité, ou est-ce que vous différenciez par moment la question des bâtiments de la question de la perte d'exploitation? Oui, dans le temps que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, on va le faire par étapes, c'est-à-dire que le versement de l'acompte va permettre à l'entreprise à la fois de sécuriser ses locaux ou de reconstituer son stock. Le deuxième temps va permettre effectivement de prendre en charge les dommages matériels que l'entreprise a subis. Et dans ce troisième temps, effectivement, on va indemniser la perte d'exploitation en cas de reprise d'activité. Donc effectivement, il y a une continuité à respecter. Jean-Michel Calbat. Mais en revanche, les trois postes sont étudiés de manière concomitante. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de régler les marchandises pour commencer, évidemment, à réunir l'ensemble des informations pour pouvoir régler les postes
immobilier et perte d'exploitation. Je me souviens quand je vous avais reçu, je crois que c'était peu de temps après le début des émeutes, vous aviez dit en gros qu'il faudrait presque une année pour régler, solder tout ça. Est-ce que vous êtes encore dans les mêmes timings aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que d'ici 2-3 mois, la plupart des indemnisations auront été effectuées de façon complète? Oui, non, je confirme les propos qu'on avait tenus la dernière fois, effectivement, et on avait bien prévenu à la fois le monde économique, le gouvernement et l'État. L'indemnisation est un temps long, de par la complexité et la multiplication des dossiers. Dans 3 mois, l'ensemble des dossiers ne seront pas clôturés, c'est une évidence. Comme je vous l'indiquais à l'instant, on note tout juste l'accélération qui est en train de se produire grâce à la réception des rapports définitifs. Pour la partie dommages, il reste encore du travail à venir. Oui, vous voulez, Jean-Michel Cabas ? Je confirme et bien évidemment ce que vient de dire Frédéric. On va avoir, effectivement, ça va s'étaler sur toute l'année 2025. Et quand on s'était rencontrés, on était sur une année. Mais c'est vrai que le retard qui a été pris dans la rentrée des rapports, parce qu'il y a eu quand même une submersion de déclarations et de complexité aussi, une découverte aussi de nos partenaires experts qui ont jamais géré autant de sinistres aussi complexes depuis que la Nouvelle-Calédonie existe, je pense. Alors revenons un instant sur ce que vous appelez la PE, les pertes d'exploitation, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui ont circulé sur lesquelles vous tenez à amener des précisions, Frédéric Jourdain. Je vais laisser la parole à Jean-Michel, okay. Qui est plus spécialiste que moi sur le sujet. Alors. Non, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la période couverte par la durée la période couverte par la garantie perte d'exploitation, c'est la durée d'inactivité de l'entreprise. Entre le moment où elle a cessé son activité et le moment où elle est en mesure de reprendre son activité. Et donc, lorsque le chef d'entreprise souscrit une perte d'exploitation, il fait un choix. Il fait le choix d'avoir une garantie sur 12 mois, sur 18 mois ou sur 24 mois. Sur des risques exceptionnels, ça peut aller plus loin, mais après, c'est une... voilà. Mais généralement, ce que l'on trouve, c'est entre 12 et 24 mois. Donc ça c'est important déjà de bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, la rumeur que vous évoquez, et vous avez tout à fait raison, c'est de dire, oui, mais comme il y a une durée longue de reconstruction, et bien si la durée de la reconstruction et que l'entreprise ne peut pas reprendre son activité, si le chef d'entreprise a souscrit une garantie de 12 mois et que la reprise se fait au 14e, au 15e ou au 18 mois, eh bien la perte d'exploitation ne sera pas payée. C'est faux, c'est évidemment faux. On a une garantie contractuelle avec notre assuré. Et donc, évidemment, les 12 mois, s'il a souscrit une garantie de 12 mois, seront payés. Par contre, évidemment, soyons transparents, les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois derrière, là, ne fait pas partie de la garantie contractuelle. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire parce qu'il y a cette fausse rumeur en disant oui, mais si vous n'avez pas reconstruit dans les délais et si vous n'avez pas repris l'activité dans les délais, eh bien, il n'y aura pas d'indemnisation perte d'exploitation. Donc c'est totalement faux. Voilà qui méritait d'être explicité clairement. Oui, Frédéric Jourdain. Qu'une demande du monde économique avait été faite sur les délais de reconstruction qui était contractuellement fixé à 2 ans, France Assureur a accepté d'étendre cette période à 3 ans. D'accord. Pour être tout à fait complet sur le sujet. Alors ça c'est pour, j'allais dire, un peu l'état des lieux et l'indemnisation des dégâts engagés causés après les émeutes du 13 mai. Il y a un certain nombre d'autres questions qui se posent parce que quel assuré n'a pas reçu un jour un courrier de son assurance lui disant on va modifier votre contrat, signer un avenant, notamment pour exclure la clause émeute des contrats d'assurance. Quelle est la politique qui est suivie? Quelles sont les obligations auxquelles vous êtes tenus sur ce point-là? Et est-ce que éventuellement un assuré peut contester cette décision? Quels sont les risques qu'il encourt? Frédéric Jourdain. Oui, alors pour répondre à cette question, effectivement, déjà la position est commune à tous les assureurs. Donc suite aux émeutes et sur instruction de nos sièges, on a effectivement procédé au retrait de cette garantie émeute à l'échéance du contrat. Je veux bien préciser aussi, puisqu'il y a eu aussi des indications qui étaient mauvaises sur le sujet.
Si l'assuré refuse effectivement de signer ce retrait, malheureusement, il sera résilié par la compagnie. Je crois que vous parliez d'obligation. On n'a pas d'obligation. Il faut se rappeler que dans le Code des assurances, la garantie émeute est exclue, au même titre que la guerre civile. Dans le Code des assurances de Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et de métropole aussi. Et de métropole aussi. Et de métropole. Et donc, c'est une garantie qui est exclue, au même titre que la guerre civile, au même titre que la guerre étrangère, au même titre que les actes de terrorisme. Donc, il n'est inclus que s'il est clairement mentionné. Exactement. Et donc, par dérogation, les assureurs, à l'époque, avaient admis qu'ils pouvaient assurer ce risque émeute. Donc, dans le Code des assurances, il est indiqué que par disposition spéciale, l'assureur pouvait proposer une garantie émeute et mouvement populaire, ce qui a été fait, parce qu'à l'époque, les émeutes et mouvements populaires n'engendraient pas autant de dommages, et puis étaient maîtrisés par les pouvoirs publics, par les forces de l'ordre, et donc même s'il y avait des dommages, c'était dans une moindre intensité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce risque émeute et mouvement populaire est de plus en plus fréquent, donc ça n'est plus un aléa, ou de moins en moins un aléa. Donc je rappelle que l'assurance couvre des aléas et pas quelque chose qui est systématique. Et depuis d'ailleurs l'événement Gilets jaunes et ensuite en métropole, et puis ensuite en métropole également les émeutes de Nanterre, urbaines, oui. Ce dossier est sur la table de Bercy parce qu'on voit que c'est finalement, et puis on a nos collègues d'outre-mer également. Alors justement, on a entendu parler de la mise en place probable ou possible d'un certain fonds d'indemnisation destiné aux Outre-mer pour faire face aux catastrophes naturelles quand c'est le cas comme à Mayotte, mais aussi à d'éventuelles émeutes ou insurrections. Est-ce que c'est une piste qui est vraiment étudiée actuellement au niveau de Bercy, Frédéric Jourdain ? Alors, c'est ce qu'on demande effectivement depuis 5 mois. Je crois que nos réassureurs, effectivement, puisque ce ne sont pas les assureurs eux-mêmes qui ont pris la décision de... Oui, parce que les assurances sont assurées. C'est compliqué à expliquer, mais... Oui, c'est un domaine complexe, mais effectivement, ce sont nos réassureurs qui nous ont retiré la garantie. Très vite, on a effectivement essayé de chercher des solutions, des pistes d'amélioration pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Ou palliative. On le voit bien aujourd'hui, effectivement, sans garantie émeute, les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, à juste titre aussi. Donc des travaux ont déjà commencé au moment des Gilets jaunes avec la Direction générale du Trésor. Aujourd'hui, effectivement, on vient d'apprendre que la nouvelle gouvernance au niveau national s'est rapprochée de France Assureur pour étudier effectivement la création d'un fonds. À mon sens, l'outre-mer ne suffira pas. Un fonds national serait préférable pour pouvoir effectivement pallier à cette garantie. Mais la solution est étatique. Et un fonds de réassurance public-privé, aujourd'hui, est absolument nécessaire pour participer à cette reconstruction. Il y a plusieurs modèles qui existent. Aujourd'hui, on a le GAREAT donc, pour le terrorisme qui est géré par l'État. Et puis, on a le fonds de catastrophe naturelle qui est un fonds qui, là, pour le coup, est partagé entre l'État, enfin la Caisse centrale de réassurance qui fait partie des dispositifs de l'État français, et puis les assureurs privés. Donc il y a des modèles qui existent, et effectivement, lors du Forum de l'économie de samedi dernier, a été réévoqué ce dossier par l'État. Et donc maintenant, les travaux... la balle est dans leur camp, j'oserais dire. Mais effectivement, on ne peut pas nous assurer... Mais ça avance en tout cas. Voilà, ça avance. En tout cas, on en parle, alors qu'on n'en parlait pas avant, au niveau de l'État. Donc, où il y avait des blocages. Donc ça a l'air d'être beaucoup plus ouvert. On en parle effectivement sur pression du monde économique calédonien, et à juste titre. Maintenant, ces discussions ont déjà eu lieu il y a 5 mois, au plus fort de la crise. Je pense qu'il faut aussi, de ce côté-là, une accélération, puisque la création de ce fonds va demander quand même 1 ou 2 ans pour être opérationnel, pour être efficient. Aujourd'hui, je crois que les acteurs économiques ont besoin d'une solution peut-être plus rapide
pour leur permettre de redémarrer. Alors, il faut qu'on évoque aussi un autre sujet. On a parlé des modifications et des avenants en cours de contrat avant qu'ils arrivent à échéance pour un certain nombre de clauses. Il y a la question de la réassurance. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un Calédonien va vouloir souscrire une assurance pour sa voiture, son habitation ou autre, qui va vouloir se réassurer dans ces cas-là, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que les polices d'assurance vont augmenter? Est-ce que les clauses vont être restreintes? Est-ce que les contrats vont être profondément modifiés? Ou est-ce que finalement, peu ou prou, vous allez poursuivre ce qui a été fait jusqu'à présent? Alors, sur le domaine du particulier, à ma connaissance, il n'y aura pas de restrictions particulières, que ce soit sur le risque automobile ou sur le risque habitation. Sur l'augmentation tarifaire, c'est un peu difficile pour moi de me prononcer puisque chaque compagnie a sa stratégie. A sa stratégie et surtout va faire les comptes aussi et les tarifs sont définis par des actuaires en fonction de l'exercice précédent et de sa rentabilité à obtenir ou pas. Donc on peut très bien avoir des compagnies qui ne feront pas d'augmentation, d'autres qui en le feront dans des proportions qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle en tout cas. Et donc le jeu de la concurrence jouera comme toujours. Exactement. Complètement. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre parce qu'effectivement on ne peut pas communiquer sur nos stratégies et en tout cas il n'y a pas d'entente, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'on appelle la réassurance très concrètement? Eh bien, c'est l'assureur des assureurs. Voilà, c'est le problème qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, il a un vrai dossier. Là. C'est-à-dire qu'un assureur assume, si on prend le particulier, il a une franchise dans son contrat, par exemple. Eh bien, nous aussi, on a une franchise. Donc, sur la charge totale de nos sinistres, on a une partie qui reste évidemment à la charge de l'assureur. Et il se réassure justement pour pouvoir céder une partie de son sinistre ou de sa charge sinistre à un autre assureur, et c'est le réassureur. Qui sont les réassureurs des assurances? Alors, il y a alors ça c'est un peu complexe parce que on trouve plusieurs modèles. Alors, il y a d'abord les compagnies qui jouent le rôle de réassureur jusqu'à un certain niveau, et ensuite il y a des réassureurs externes. Et des réassureurs externes qui ont alors on a des réassureurs en responsabilité civile, on a des réassureurs en dommages, on a des réassureurs en climatique, voilà, où on a et ce sont généralement des réassureurs internationaux qui d'ailleurs, les assureurs ont souvent ou peuvent avoir ou ont en fonction des choix le même réassureur qu'une autre compagnie. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire alors qu'une entreprise qui est en bout de la chaîne, finalement, en bas, elle va dépendre d'une certaine façon, et ses prochains contrats vont dépendre de la politique des réassureurs? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont en train de changer la donne et de vous obliger aussi ou de vous contraindre ou de vous faire rentrer dans des normes un peu plus précises? Est-ce qu'aujourd'hui, le véritable changement qui va s'opérer vient de la position des réassureurs? Tout ne vient pas de la position des réassureurs, mais typiquement, la garantie émeute vient d'un changement de politique de la réassurance. C'est-à-dire qu'une compagnie à elle seule ne peut pas assumer effectivement l'intégralité des coûts d'une... C'est-à-dire, pour qu'on comprenne mieux, pardonnez-moi, c'est que si vous dites, moi, ma compagnie d'assurance, je maintiens la clause émeute, votre réassureur va dire, là-dessus, je ne vous couvre pas. C'est ça, exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et vous discutez comment avec les réassureurs, Frédéric Jourdain? Là, c'est des longues discussions, effectivement, qui sont menées par nos sièges respectifs. Donc, ce sont des négociations, mais à un moment donné, on ne peut plus négocier. Donc, là, on se retrouve effectivement devant une porte qui se ferme, et d'où les décisions qui en découlent. Jean-Michel Calvat. Et c'est vrai que les discussions sont de plus en plus compliquées, que ce soit sur le risque climatique. Le risque émeute est un sujet, mais le risque climatique en est un. On se dit, tiens, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on n'a pas eu depuis 2021, on avait eu 2 événements climatiques, mais grosso modo, ça n'a pas coûté non plus des 100 et des 1000. Et donc, on se dit, on est plutôt préservé dans le Pacifique, on n'a pas de gros événements. Sauf que ces réassureurs en climatique, ils réassurent également la métropole, ils réassurent l'Europe, ils réassurent aussi d'autres territoires comme l'Amérique du Sud, etc. Et quand il y a des catastrophes, on prend les incendies
par exemple, qu'il y a eu à Los Angeles, etc. Eh bien, ces réassureurs-là ont une charge. Ils disent, oui, mais à cause de la climatique, eh bien, on a une charge. Alors, ils ont une assiette de cotisation qui est importante, puisqu'elle est quasiment monde, ou Europe, en fonction du réassureur. Le périmètre est très large. Le périmètre est large, mais du coup, la charge, elle est... Voilà, donc on n'est pas épargné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en général, sur le climatique, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent leurs cotisations. Donc, du coup, les compagnies sont obligées d'absorber cette augmentation de cotisation. Et puis, je vais vous le donner en mille, au bout du bout... c'est quand même l'assuré qui, effectivement... supporte la charge. Supporte la charge, parce que les cotisations, elles viennent bien des assurés. Alors, on a fait un point, je crois, assez complet quand même sur ce dossier des assurances. Un mot quand même avant de terminer. Je l'ai dit, il y a eu des renforts qui sont venus pour vous accompagner, notamment au tout début. Vous avez maintenant une certaine maîtrise, j'allais dire, du volume et des processus qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que vous retrouvez une sorte d'activité à peu près normale aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore les uns et les autres en surchauffe, ou en tout cas en période d'intensité un peu exceptionnelle? Non, on est toujours en période d'intensité exceptionnelle, dans la mesure où, comme je le rappelais en préambule et en introduction, on n'est qu'à 36% d'indemnisation. Même s'il y a cette accélération, toutes nos équipes restent mobilisées et fortement mobilisées. Donc le travail est loin d'être fini. On a le travail dans l'instruction des dossiers. Alors c'est vrai que c'est l'expert qui est plutôt qui intermédie, j'allais dire, et qui est plutôt donc à la manœuvre du montage du dossier. Néanmoins, chaque compagnie rencontre encore régulièrement, pour ne pas dire toutes les semaines, les cabinets d'expertise à qui on a confié nos missions d'expertise pour faire le point sur les dossiers, pour essayer de faire avancer les sujets, parce qu'on voit bien que la Nouvelle-Calédonie a quand même besoin que la reconstruction puisse se réaliser le plus rapidement possible. Donc c'est vrai qu'on rencontre, et ça c'est un vrai travail, parce qu'on instruit chez nous avant de rencontrer les experts, et on partage les dossiers, on regarde les sujets qui coincent, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça a avancé, pourquoi ça a avancé, ça va vite. Mais pourquoi ça n'a pas avancé, ça va, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus dans ces Jeudis de l'économie pour faire un point sur ce travail des assurances. Depuis 9 mois, on le sait, les choses sont compliquées. D'avoir répondu à nos questions. C'est une émission qui sera évidemment disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI. Face aux défis d'aujourd'hui et à